Bon, on va poursuivre. Donc, on va demander maintenant au professeur Reda Hassan-Kodja de nous parler de la stratégie thérapeutique dans les lésions occlusives aorto-iliaques. Bonjour, je vais donc vous parler de la stratégie chirurgicale chez le claudiquant qui présente des lésions occlusives aorto-iliaques. Quand je parle traitement chirurgical, j'entends chirurgie conventionnelle classique et chirurgie endovasculaire avec traitement par angioplastie. À l'étage aorto-iliaque, et à la différence de l'étage fémoro-poplité, les indications de revascularisation chez le sujet claudiquant sont larges, alors qu'à l'étage fémoro-poplité, vous le savez, on ne propose un geste de revascularisation qu'après traitement médical et rééducation d'au moins 3 mois. Alors, quel traitement chirurgical peut-on proposer? Il y a des options chirurgicales directes, le pontage orthobifémoral classique, le pontage iliofémoral. Ces pontages ont une excellente perméabilité à 5 et 10 ans, mais une morbidité et mortalité, en particulier cardiologique, significative. Et puis nous avons les options chirurgicales indirectes, les pontages extra-anatomiques, pontage axillo-fémoral, pontage fémoro-fémoral croisé. Et là, ces restaurations sont moins durables, mais avec une morbimortalité moins importante. Et enfin, nous avons les options chirurgicales, les options endovasculaires, qui ont nettement pris le pas sur la chirurgie directe ces dernières années, même pour les lésions complexes. Alors, il y a la classification TASC, qui a classé ces lésions ortho-iliaques. TASC A et B, c'était des lésions limitées, sont des lésions limitées. TASC C et D sont des lésions étendues. Et au départ, on a proposé pour le TASC A et B un traitement endovasculaire, et puis pour les TASC C et D, un traitement chirurgical conventionnel direct. En fait, rapidement, on a montré que même pour des TASC C et D, on pouvait proposer un traitement endovasculaire. Donc, dans le questionnaire sur le DPC, vous aviez raison, finalement, on s'en fout du TASC, et ça ne sert qu'à classer les patients pour les publications. Alors, on a montré rapidement, dès 2006, dans la Cleveland Clinic, puis une nouvelle publication de la Cleveland Clinic en 2008, que chez ces patients, on pouvait proposer des angioplasties pour les classes C et D de la classification TASC. De même, cette revue de la littérature en 2011, avec Jean-Baptiste Ricot, et cette revue de la littérature en 2010, qui portait sur 1700 patients classe de TASC C et D, avec un succès technique important et des résultats tout à fait satisfaisants pour ces angioplasties, avec une moindre morbidité. Donc, quelle technique on utilise pour les stratégies endovasculaires? La voie d'abord fémorale, rétrograde ou crossover, la voie d'abord humérale, qui permet une recanalisation antérograde, et des voies combinées fémorales et humérales. Le stenting primaire d'emblée est actuellement plutôt la norme, en particulier pour les lésions complexes aorto-iliaques. Les stents, on peut utiliser des stents montés sur ballon ou auto-expansibles en itinol. Il n'y a pas de différence à cet étage. On peut utiliser des stents non couverts ou des stents couverts, et là, je dirais, c'est un petit peu le point d'actualité. En effet, on a montré qu'il y aurait une meilleure perméabilité pour le traitement des lésions complexes à l'étage ortho-iliaque pour des stents couverts par rapport aux stents non couverts. Des études monocentriques et surtout l'étude COBEST, qui est une étude randomisée prospective. D'autre part, les stents couverts, c'est une sécurité dans le bloc opératoire pour le chirurgien vasculaire pour traiter des lésions calcifiées, car il peut y avoir des risques de rupture. Voilà un exemple, une recanalisation de l'artère iliaque externe avec une angioplastie et une rupture de l'artère iliaque externe. Donc, si le patient est à haut risque chirurgical, là, il y a un risque vital et il faut rapidement traiter ça par un stent couvert. Là, c'est un stent fluency qui va permettre de sauver le malade. De nombreuses publications monocentriques rétrospectives ont montré l'intérêt des stents non couverts pour traiter ces patients en TASC C et D à l'étage aorto-iliaque. Donc, je ne vais pas décrire toutes ces publications, mais surtout insister sur l'étude COBEST, qui est une étude prospective, randomisée, multicentrique, faite en Australie. Groupe stent couvert, c'est le stent Adventa, contre le stent non couvert. Et cette étude COBEST a montré que pour le TASC A et B, il n'y avait pas de différence significative entre stent couvert et non couvert. Par contre, pour les patients en TASC C et D, lésions complexes, il y avait un bénéfice du stent couvert par rapport au stent non couvert. Donc, pour les lésions
modérée, il n'y a pas de différence entre stent couvert et non couvert. Pour les lésions TASC C et D, le stent couvert serait supérieur. Attention, l'effectif dans l'étude COBEST est limité, donc c'est quelque chose qui est à discuter. Ce n'est pas un niveau de preuve très élevé. Néanmoins, cela suffit, en tout cas dans notre équipe à Nice, on utilise les stents couverts pour les lésions complexes à l'étage aorto-iliaque. Donc on a maintenant des possibilités de faire de véritables néo-bifurcations ortho-iliaques avec ces 3 stents couverts qui sont mis les uns dans les autres. On peut ainsi, certains ont proposé même, pour être un peu jusqu'au-boutiste, de faire des angioplasties juste à l'étage juxtarénal, voire interrénal, en utilisant ce qu'on appelle la technique des cheminées. On va mettre des stents couverts dans les 2 artères rénales et faire une angioplastie interrénale avec un stent couvert. Donc voilà un peu le principe. On va mettre des stents couverts dans les 2 artères rénales, stentés dans la région interrénale, et avec un résultat ici. Alors, faut-il le proposer chez un claudiquant? Là, les recommandations sont plutôt à l'encontre de cette technique. Alors, les résultats de ces techniques endovasculaires montrent donc des succès techniques qui sont excellents. Les facteurs de risque de thrombose, c'est les occlusions longues de l'artère iliaque externe, le sexe féminin, les vaisseaux de petite taille, c'est rapproché sans doute du sexe, les lésions calcifiées de façon circonférentielle. Les perméabilités primaires et secondaires sont tout à fait satisfaisantes pour ces procédures endovasculaires. Alors la chirurgie directe, conventionnelle, garde une place dans le traitement de la pathologie ortho-iliaque. Les paramètres à prendre en compte pour poser des indications de chirurgie directe, des antécédents de chirurgie, à cet étage, en particulier des patients qui ont eu plusieurs échecs de traitement endovasculaire. Et puis bien sûr, le risque opératoire du patient, il faut un bon risque chirurgical. Les considérations anatomiques aussi, des patients qui ont des lésions anévrismales associées à des lésions sténosantes, ça c'est une excellente indication à une chirurgie directe. Donc voilà un type de lésion importante. Chez un patient à bon risque chirurgical, là c'est quand même le cas typique pour proposer un pontage aorto-bifémoral. Alors, le résultat de cette chirurgie directe pour lésions occlusives, on dit c'est le gold standard, certains diront c'est old standard, une mortalité inférieure à 3%, une morbidité de 10 à 15%, dominée par les complications cardiologiques, et une perméabilité à long terme qui est excellente, meilleure que pour les angioplasties, à 10 ans, près de 90% de perméabilité. Donc voilà une méta-analyse faite en 2013, comparant 3733 pontages aorto-bifémorales contre 1525 angioplasties. La durée de séjour, bien sûr, est plus importante pour les pontages orthobifémorales. Les complications, 18% pour les pontages versus 13% pour les endovasculaires. La mortalité était de 2,6% pour les pontages orthobifémoraux versus 0,7% pour l'endovasculaire. Par contre, la perméabilité à 5 ans était nettement supérieure pour les pontages orthobifémoraux versus angioplastie. Mais la chirurgie ortho-iliaque directe a des complications à long terme, certes relativement rares, mais qui existent. Les éventrations, ça c'est assez classique. Les brides adhérentielles, possible occlusion intestinale. Ce qui est plus rare, heureusement, mais plus grave, les infections de prothèses aortiques, les fistules orthodigestives, les occlusions de jambage et les faux anévrismes. Alors pour les pontages extra-anatomiques, type pontage axillo-fémoral, ces interventions sont à réserver chez les patients qui ont des lésions extensibles, qui ont eu plusieurs échecs de revascularisation endovasculaire, qui sont à haut risque chirurgical, mais souvent qui sont au stade d'ischémie critique. Personnellement, je n'ai pas souvenir d'avoir proposé un pontage axillo-bifémoral chez un patient claudiquant. Enfin, il y a les interventions hybrides qui sont de plus en plus faites, qui associent une chirurgie directe du trépied fémoral associée à une angioplastie à l'étage ortho-iliaque. Là, le succès technique est élevé et les perméabilités primaires et secondaires sont très satisfaisantes. Donc, on a de bons résultats avec un risque opératoire nettement inférieur à la chirurgie par pontage aorto-bifémoral. Alors, les recommandations, pour terminer, les recommandations de la Société nord-américaine de chirurgie vasculaire qui ont été publiées en 2007, en 2015, et c'est les mêmes recommandations que pour la Société européenne de chirurgie vasculaire de cardiologie. Alors je vous ai mis en français et sans mettre le niveau de preuve qui globalement est relativement médiocre. Endovasculaire premier, les lésions focales avec claudication. La plupart des patients avaient des lésions occlusives de l'artère iliaque primitive ou externe.
Alors les stents, usage sélectif des stents couverts ou non, en raison de l'amélioration du sujet technique et de la perméabilité qu'ils procurent. Alors là, c'est particulièrement vague et fumeux. Utilisation de stents couverts pour les lésions calcifiées sévères ou des lésions anévrismales à cause du risque de rupture. Alors là, c'est tout à fait classique et c'est tout à fait compréhensible. Pour les patients avec des lésions sévères, l'approche endovasculaire ou chirurgicale première est recommandée. Alors là, on ne se mouille pas, ça peut être les deux. Mais les procédures endovasculaires pouvant gêner une chirurgie secondaire sont à éviter. Les cheminées sur les artères rénales. Chez tous les patients, la fémorale commune doit être examinée et si elle est sténosée, la chirurgie est recommandée. Peut-être que le Yann Wefik nous dira qu'il n'est pas d'accord. Chez les patients avec des lésions iliaques et fémorales communes, la chirurgie hybride est recommandée en artériectomie fémorale, chirurgicale et angioplastie iliaque. Enfin, dernière recommandation, les reconstructions chirurgicales directes sont recommandées chez les patients avec un risque opératoire raisonnable, avec des lésions diffuses non accessibles à un traitement endovasculaire ou après une ou plusieurs tentatives endovasculaires. Ceci est tout à fait dans ce que nous on propose pour la chirurgie par pontage orthobifémoral. Les reconstructions chirurgicales directes sont recommandées chez les patients présentant une association de lésions occlusives et anévrismales associées. Et enfin, les patients jeunes de moins de 50 ans doivent être informés du risque d'aggravation de la symptomatologie. C'est assez curieux comme recommandation. Sans doute que ça sous-entend que chez les patients jeunes, le risque évolutif est plus important. Donc en conclusion, et pour être bref, essor considérable du traitement endovasculaire à l'étage ortho-iliaque, et en particulier l'utilisation des stents couverts, mais la chirurgie directe garde quelques indications à ce niveau. Voilà, je vous remercie. Merci Reda, je crois que c'était un très bel exposé. En effet, je crois que l'endovasculaire de première intention ne se discute quasiment plus maintenant pour ce type de lésion, malgré un taux de recommandation qui reste faible, comme tu l'as fait remarquer. Voilà. Y a-t-il des questions dans la salle ? Alors, moi, je voudrais te poser une question. Effectivement, la chirurgie hybride, c'est quelque chose que j'aime bien parce que je pense que le traitement du trépied fémoral est très important pour la pérennité du geste endovasculaire d'amont. Oui, bien entendu, dans la perméabilité de restauration orthobifémorale sont directement considérés par le RENOF, c'est l'anastomose distale sur le pontage orthobifémoral qui est important pour la durée de la perméabilité. Donc, ça, c'est une règle générale. Et dans toute restauration, c'est vraiment ce qui se passe au niveau fémoral commun qui est important. Et donc, quand on fait une chirurgie du trépied fémoral, on règle un problème important pour l'avenir et on peut y associer une angioplastie sans faire cette chirurgie orthobifémorale qui est plus lourde, quoi. J'ai une autre question. Il y a encore des indications de pontage fémoro-fémoral, enfin suspubien, par exemple sur une occlusion iliaque avec revascularisation à partir de l'axe contralatéral. Il y a encore des indications de ça ? Oui, les pontages croisés fémoro-fémoral, c'est quelque chose qui est tout à fait classique, hein, qu'on réalise sans doute beaucoup plus fréquemment que les pontages axillo-fémoraux, qui ont des indications, en tout cas dans notre équipe, qui sont très limitées, et chez des patients en ischémie critique. On est plus large, la plupart des équipes sont plus larges pour les pontages fémoro-fémoraux, qui sont des pontages qui ont quand même une perméabilité bien meilleure que les pontages axillo-fémoraux. Donc si vous avez des lésions unilatérales, un pontage croisé, c'est quand même quelque chose que l'on peut poser. D'autres questions ?